Les communautés en ligne qui idéalisent des parties les pires criminels ne sont pas nouvelles, mais j'ai récemment vu un cas unique où certains se font passer pour l'auteur et les victimes d'un meurtre de masse en 2023. Cela devient encore plus étrange quand on se rend compte qu'ils partagent des photos et des extraits vidéo de la scène du crime et des victimes avant l'incident qui ne semblent pas être disponibles publiquement en ligne. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder à des vidéos complètes et avantages ou laissez un pourboire via le bouton Merci sous la vidéo. Merci à celles qui y pensent. Cette vidéo abordera des sujets que certaines personnes pourraient trouver troublants, en particulier une fusillade de masse. La discrétion des spectatrices est conseillée. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et voir une version longue, montée et sans pub de cette vidéo avec des détails supplémentaires. Le 3 mai 2023, un garçon de 13 ans nommé Kosta Kekmanović est entré à l'école élémentaire modèle Vladislav Ribnikar à Belgrade, où il était élève, et a ouvert le feu sur des élèves et du personnel, tuant 9 élèves et un agent de sécurité et blessant 5 autres élèves ainsi qu'une enseignante. Son mobile reste inconnu. Il avait planifié l'incident pendant un mois et ciblé certains élèves, bien qu'il n'ait jamais été victime d'intimidation, ce qui rend ses motivations incertaines. Il était décrit comme un élève calme et brillant sur le plan académique. Il n'était sous l'influence d'aucune drogue et il a décrit sa relation avec son père comme bonne et a dit que sa mère était attentionnée, compatissante, intelligente et juste. Peu après l'incident, Kosta a dit qu'il regrettait le crime et qu'il ne le referait pas s'il pouvait revenir en arrière. N'ayant pas l'âge de la responsabilité pénale en Serbie, moins de 14 ans, il n'a pas été poursuivi et a été interné dans un hôpital psychiatrique. Ses parents, cependant, ont été condamnés pour ne pas avoir sécurisé l'arme à feu utilisée lors de l'incident. Son père, Vladimir, a été condamné à 14 ans et demi de prison et sa mère, Miljana, a été condamnée à 3 ans. Ils ont aussi été reconnus responsables lors de plusieurs procès civils intentés par les familles des victimes. Je ne dis pas que les parents de Kosta étaient sans responsabilité, mais c'est incroyable que son père ait pris plus de 14 ans de prison alors que lui n'a eu aucune accusation criminelle. Vladimir avait emmené Kosta au stand de tir pour lui apprendre à tirer. Avec le recul, ce n'était clairement pas une bonne idée, mais comment aurait-il pu savoir que son fils commettrait un massacre et tuerait ses camarades de classe? Il semble aussi qu'il gardait les armes dans un coffre-fort et que Kosta avait réussi à en trouver le code. Il ne les a pas juste laissés traîner. Ses parents ont peut-être pris des décisions irresponsables et méritaient sans doute de passer un certain temps en prison. Mais sauf si quelque chose m'échappe, 14 ans et demi semble être une durée incroyablement longue pour un crime qu'il n'a pas commis lui-même, surtout étant donné qu'il semble que Kosta ait eu une assez bonne éducation. D'un autre côté, je trouve tout aussi fou que Kosta n'ait jamais eu à faire face à la moindre accusation judiciaire. Il avait peut-être 13 ans, pas encore adulte, mais assez âgé pour savoir que tuer est des mal. Littéralement le lendemain, le gouvernement a abaissé l'âge minimum de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans, donc si ce crime était commis aujourd'hui par quelqu'un du même âge, il serait poursuivi. Quoi qu'il en soit, voilà le contexte de l'affaire mystérieuse dont nous allons parler aujourd'hui, que j'ai découverte sur Reddit dans un post intitulé « De faux profils Facebook usurpent l'identité des victimes de la fusillade dans une école serbe. Que se passe-t-il » Lisons les publications, puis regardons les profils. Vous connaissez probablement la fusillade qui a bouleversé la Serbie il y a 2 ans. 9 élèves et un agent de sécurité ont été tués. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est de tomber par hasard sur le profil Facebook d'une des filles assassinées.
Au début, je pensais que c'était son vrai profil, mais j'ai vite été désagréablement surprise de découvrir qu'il existe toute une série de faux profils Facebook usurpant l'identité des enfants assassinés, y compris le tireur Kosta Kekmanovic entre autres. Le contenu de ces profils est aussi très troublant et déroutant. Beaucoup d'entre eux ont d'autres profils similaires dans leur liste d'amis. Je ne suis pas sûre que tous ces profils soient créés par la même personne ou par un groupe de personnes différentes, mais j'ai remarqué une sorte de dynamique de fanpage ou de jeu de rôle. Par exemple, le profil de l'une des filles assassinées indique qu'elle est en couple avec le profil du tireur. Ces profils publient souvent des vidéos animées avec des photos d'enfants. La personne derrière semble sincèrement compatir avec les victimes, mais cela reste très troublant. Ce qui me trouble le plus dans toute cette histoire, c'est le fait que, si j'ai bien compris, la plupart de ces profils publient en indonésien et les personnes qui commentent semblent également être indonésiennes. Je ne vois aucun lien avec la Serbie, ni pourquoi cette affaire serait pertinente en Indonésie. Dans une publication d'histoire, une photo de la salle de classe après la fusillade montre les corps d'enfants et du sang au sol. Originaire des Balkans, je peux assurer que les médias ont couvert cette histoire en continu, mais je n'ai jamais vu ces photos et je ne pensais même pas qu'elles existaient. Je n'ai aucune idée de comment quelque chose comme ça a pu devenir viral. Je suis à la fois confuse et troublée par ce que j'ai vu. Je sais que certains sont très investis dans la culture fan et le jeu de rôle avec des personnages de séries ou films, mais là, c'est un autre niveau. Franchement, je ne comprends pas comment Facebook peut permettre ça. J'ai entendu parler de communautés en ligne qui idéalisent d'enfants des meurtriers et des personnes dépravées comme Ted Bundy ou Charles Manson. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, Wade Wilson a été condamné à mort après avoir été reconnu coupable des meurtres de Christine Melton et Diane Ruiz. Ce type a littéralement étranglé 2 femmes, il a écrasé l'une d'elles plusieurs fois avec une voiture, puis il a dit à la police qu'il serait prêt à recommencer. Et pourtant, je voyais des montages sur TikTok avec des émojis cœurs et des chansons d'amour en fond. Des gens qui commentaient en disant qu'il est trop beau pour mourir ou qu'il serait ravi d'être sa prochaine victime. C'était franchement fou, mais malheureusement pas surprenant étant donné que ça arrive à chaque fois que quelqu'un d'à peu près attirant commet un crime grave. Et ils n'ont même pas besoin d'être attirants. Parfois, les gens compatissent simplement avec eux s'ils ont eu un passé difficile ou quelque chose comme ça, et donc ils minimisent leurs crimes et agissent comme si n'importe qui aurait fait la même chose à leur place. Quoi qu'il en soit, la description des comptes Facebook dans ces publications semble différente de cela. C'est la première fois que je vois un tas de profils différents qui usurpent non seulement l'identité de l'auteur d'un crime, mais aussi celle des victimes. Et tous ces comptes interagissent entre eux. Le fait que le compte de Kosta soit en couple avec le compte de Mara, l'une des victimes, est vraiment bizarre et tellement irrespectueux. Si vous regardez leur compte maintenant, ils ne sont en fait plus en couple, donc je ne sais pas quand ni pourquoi ils ont supprimé ça, mais ils continuent quand même à interagir entre eux. Plus récemment, le compte de Kosta était en couple avec une autre des victimes, Andrea, mais cela a aussi été supprimé à un moment donné. En remontant plus loin, Andrea était en couple avec une autre victime, Angelina, donc il semble qu'ils échangent tous de temps en temps. S'il y a plusieurs personnes derrière tous ces comptes, je suppose qu'il est possible que ces personnes se connaissent toutes dans la vraie vie et qu'elles aient réellement été en couple, donc elles l'ont affiché sur leur faux profil. Franchement, je ne sais pas. Ce qui est étrange, c'est que même si le compte de Kosta utilise son nom en serbe, les photos qu'il publie d'eux-mêmes ne sont pas celles de Kosta. L'auteur du post Reddit note que la majorité des profils publient en indonésien, suggérant que la personne derrière ces comptes l'est aussi, mais la photo du profil de Kosta ne ressemble pas à un indonésien. Il ressemble peut-être à des Coréens. C'est pareil pour les photos sur la page d'Andrea, la personne dessus a clairement l'air plus coréenne qu'indonésienne. Elles sont tellement retouchées que je doute même que certaines étaient de vraies photos à l'origine, ou simplement générées par l'intelligence artificielle. Il y a certaines photos qui ressemblent à Kosta et aux victimes que je n'ai pas pu trouver ailleurs en ligne, donc je ne sais pas s'ils les ont trouvées quelque part, peut-être en accédant à leur vrai compte Facebook, ou si elles sont totalement générées par l'intelligence artificielle.
L'auteur du post Reddit a également mentionné qu'un des comptes avait publié une story avec une photo de la salle de classe après l'incident, montrant les corps des victimes et du sang, et que cette photo n'avait jamais été rendue publique. J'ai aussi réussi à trouver cette photo. Évidemment, je ne vais pas la partager ici, mais elle a été publiée sur le profil d'Andrea en avril, avec la légende « Le seul véritable ami de Costa ». Il y a aussi des photos intégrées dans des montages vidéo étranges qui semblent avoir été prises à l'intérieur de l'école lors d'une assemblée peu après l'incident. Encore une fois, comment trouve-t-il ces photos ? Au-delà de la raison pour laquelle ces personnes agissent ainsi, cela reste le plus grand mystère. Certaines photos de Costa et des victimes semblent être des deepfakes, mais comment ont-ils obtenu des images de la scène du crime et de l'intérieur de l'école après l'incident ? À moins que les photos de la scène du crime ne soient également générées par l'intelligence artificielle, mais elles n'en ont pas l'air, je ne vois pas d'autre explication. Je suppose que ces photos doivent bien exister quelque part, mais cela montre à quel point ces personnes sont obsédées par cette affaire, au point d'avoir vraiment fouillé en profondeur pour trouver ces images qui ne sont vraiment pas largement accessibles. Quant aux photos de groupe, je me demande s'ils ont retrouvé les vrais camarades de classe des victimes sur les réseaux sociaux et ont republié des photos qu'ils avaient partagées. Si c'est le cas, c'est vraiment glauque, mais honnêtement, plus rien ne me surprendrait à ce stade. Quant à savoir qui pourrait être derrière tout ça, c'est aussi un mystère. On peut supposer qu'il s'agit de personnes indonésiennes, vu la langue utilisée. Je ne comprends pas pourquoi des Indonésiens seraient autant obsédés par un crime sur un autre continent. Mais tous les profils n'écrivent pas toujours en indonésien. J'ai vu certaines interactions en khmer, une langue principalement parlée au Cambodge, d'autres en thaï, en malais et bien sûr aussi en serbe. Il est étrange qu'une ou plusieurs personnes soient probablement indonésiennes ou originaires d'Asie du Sud-Est. Ils se font passer pour l'auteur serbe et les victimes de ce crime, tout en publiant aussi des photos retouchées de personnes qui semblent être coréennes. Il n'y a tout simplement aucune cohérence ici. Beaucoup de ces publications sont aussi très dérangées. Par exemple, une publication sur la page de Costa montrait des vidéos modifiées de Maura, Andrea et Caterina avec la légende « Je suis désolée pour vous trois, vous me manquez, pouvez-vous revenir à la vie ?» Une autre montrait des photos d'Andrea avec la légende « Bonne journée, dors bien, mon ami, passe le ». Il y a des publications censées montrer les dernières tenues portées par les victimes le jour de l'incident. Je ne sais même pas comment ils sauraient ce qu'elles portaient, car je n'ai pas trouvé cette information en ligne. Il y a aussi des photos montrant des reconstitutions de la scène du crime créée dans Roblox. Et cela ne concerne pas seulement ces profils. De nombreux groupes publics sont consacrés à l'incident où des vidéos montées de Costa et des victimes sont publiées. Certains défendent Costa, affirmant qu'il était la vraie victime, que les victimes étaient les fautives et qu'il a été harcelé, donc forcé de commettre le crime. Un groupe particulièrement inquiétant prend une tournure complètement différente et présente des photos de jeunes enfants publiées par des participants anonymes, accompagnés de commentaires extrêmement inappropriés, ce qui me fait me demander s'il n'y a pas des pédophiles dans cette communauté. Il n'y a pas que les groupes qui m'inspirent des soupçons à ce sujet. Il y a aussi des commentaires sur les faux profils écrits par ceux qui semblent être de vrais profils d'adultes. Je ne sais pas si ces adultes savent ce qui se passe, mais ces profils usurpent l'identité d'un tueur de masse et de ses victimes, ou s'ils croient simplement qu'il s'agit de vrais enfants qui jouettent. Si tu n'avais jamais entendu parler de l'incident auparavant et que tu ne savais pas qui était Costa ou qui étaient les victimes, il est tout à fait possible que tu ne comprennes pas ce qui se passe rien qu'en voyant les profils. Le compte de Costa ne dit pas clairement « J'usurpe l'identité d'un garçon de 13 ans qui a tué ses camarades ». C'est quoi c'est ça? Des adultes qui interagissent avec ces comptes, c'est juste étrange. Soit ils savent que ce sont de faux profils, et dans ce cas, pourquoi s'impliquent-ils dans cette insensibilité? Soit ils croient que ce sont de vrais enfants, et dans ce cas, pourquoi essaient-ils de parler à des enfants qu'ils ne connaissent pas? Et surtout, pourquoi essaient-ils de parler à des enfants en ligne qu'ils ne connaissent pas? Je ne vais pas vraiment montrer ces profils d'adultes dans cette vidéo parce que je n'ai aucune preuve solide qu'ils aient fait quoi que ce soit de mal. Pour autant que je sache, certains d'entre eux pourraient simplement être des membres de la famille des personnes derrière ces comptes ou quelque chose comme ça, mais sinon, certains des commentaires sont assez préoccupants.
Certains se contentent de dire bonjour ou de faire des commentaires banals, d'autres mettent des emojis yeux en cœur sur les photos des victimes et les trouvent beaux ou belles. D'autres vont parler du fait qu'ils s'ennuient des victimes alors qu'ils ne les ont manifestement jamais connues. C'est juste bizarre et rien de tout ça ne me semble normal. Il y a aussi différents comptes qui interagissent avec ces profils et qui semblent être de vrais jeunes enfants à en juger par leurs photos de profil. Il se peut que des adultes se fassent passer pour des enfants pour interagir avec les faux profils sans éveiller les soupçons, mais il est aussi préoccupant que de vrais enfants soient impliqués. Je soupçonne quand même qu'au moins certains sont des adultes qui se font passer pour des enfants, car vu que les photos de profil montrent des enfants qui ressemblent à des tout-petits, il n'y a aucune chance qu'ils sachent utiliser Facebook à cet âge-là. Et ça ne s'arrête même pas à Facebook. J'ai aussi trouvé des comptes TikTok publiant presque uniquement sur l'incident et ses protagonistes. L'un d'eux s'appelle M4-Lovers et compte près de 45 000 abonnés, ce qui est bien plus que n'importe quel groupe Facebook ou faux profil. Ce compte publie surtout des montages mettant en avant les victimes avec une musique entraînante. Ils acceptent aussi des suggestions permettant aux gens de proposer des musiques ou tendances pour créer plus de montages. Certaines de ces vidéos montrent des extraits des victimes que je suppose avoir été trouvés sur les réseaux sociaux des victimes ou postés par leurs camarades de classe, car je ne pense pas que ces extraits aient été diffusés dans les médias ou ailleurs. Mais les pires TikTok sont ceux qui montrent des audios soi-disant issus de l'incident avec des cris. Je ne sais pas si c'est vraiment authentique ou si la personne derrière le compte l'a créé elle-même, mais dans tous les cas, c'est troublant. Certains de ces TikTok ont plus d'1 million de vues et des dizaines de milliers de likes. Ce compte semble clairement être géré par quelqu'un en Indonésie, car il y a une collecte de fonds liée à une plateforme qui propose des solutions durables aux problèmes sociaux en Indonésie. Cette personne possède aussi un second compte plus petit qui publie du contenu sur l'incident et les victimes, avec un peu plus de 3600 abonnés. Évidemment, après avoir examiné tout cela, j'ai tellement de questions, mais malheureusement très peu de réponses. Je n'arrive tout simplement pas à imaginer pourquoi quelqu'un ferait tout ça. Bien que cette histoire soit insensible et irrespectueuse, je doute que les personnes concernées veuillent qu'elle soit perçue ainsi. Il existe de nombreuses différences culturelles entre les différents pays d'un même continent et encore plus entre les pays d'Asie du Sud-Est et les pays européens. Un incident universellement condamné peut être perçu différemment. Ce que je juge irrespectueux en Angleterre peut ne pas l'être pour quelqu'un en Indonésie. Ce n'est pas que cela rende la situation beaucoup meilleure, mais la plupart des personnes impliquées semblent avoir au moins un certain niveau d'empathie pour les victimes. C'est juste dommage que pour certains de ces individus, l'empathie s'étende aussi aux coupables. Une utilisatrice a commenté la publication Reddit, ce qui pourrait expliquer la situation, bien que ce soit difficile à saisir. Voici ses commentaires. Je viens aussi des Balkans, donc j'évite généralement ce sujet. C'est glauque et dérangeant. J'ajoute juste une chose. Si tu veux explorer quelque chose de tordu, regarde la scène du jeu de rôle True Crime sur Facebook, surtout avec les comptes indonésiens. Il existe toute une sous-culture où des gens idéalisent les tueurs et les victimes, parfois sans vraiment comprendre le contexte, et ils transforment de vraies tragédies en une sorte de fanfiction tordue. Ce n'est pas qu'en Indonésie, il existe une obsession plus large pour le true crime dans certaines régions d'Asie, surtout du Sud-Est. Certaines personnes créent de faux comptes, modifient photos et vidéos et inventent de fausses histoires d'amour liées à des crimes réels. Honnêtement, c'est surréaliste et vraiment troublant. Un peu hors sujet, quelque part en Chine, il existe un groupe de reconstitution pour l'airsoft. L'un de leurs thèmes est la guerre des Balkans, où ils rejouent les atrocités des années 1990 dans notre région avec des uniformes fidèles, des camps de concentration et tout le reste. Je trouve que la culture là-bas est très différente de la nôtre. Je suis sûre qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions, c'est juste qu'ils ne le ressentent pas comme nous. Pour eux, c'est juste amusant, alors que pour nous, c'est une partie horrible de notre histoire où beaucoup d'entre nous ont perdu des membres de leur famille.
Je pense vraiment que c'est la seule explication qu'on aura, même si elle n'est pas particulièrement satisfaisante. Même si quelques adultes semblent impliqués dans cette communauté, ce qui inquiète, je pense que la plupart des comptes sont tenus par des adolescents qui, en raison de leur âge, ne réalisent pas comment cela est perçu de l'extérieur. Il faut aussi rappeler que, même si je n'ai jamais vu cela précisément avec le jeu de rôle, comme dit plus tôt, il existe des communautés en ligne où Américains et Européens idéalisent des criminels. Donc, on ne peut pas tout expliquer par des différences culturelles. Il y a des gens qui font des choses incompréhensibles partout, et je suis sûre que beaucoup de personnes en Indonésie trouveraient tout cela inapproprié aussi. Ce qui est frustrant cependant, c'est que l'auteur du post sur Reddit a en fait signalé l'un des comptes qui publiait les photos de la scène de crime et a ensuite reçu une notification disant que le profil n'a pas été supprimé parce qu'il n'y voyait rien d'inapproprié. Certains profils et groupes ont été supprimés dans les 2 mois après la publication sur Reddit, mais les comptes de Costa, Mara et d'autres victimes restent très actifs. Je ne comprends pas comment Facebook ne voit aucun problème avec eux. J'ai aussi signalé les comptes restants trouvés, mais je n'attends pas vraiment leur suppression. J'aimerais beaucoup connaître vos avis et théories dans les commentaires, ainsi que les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne, dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.